Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des recours d'Amazon et de Netflix contre la chronologie des médias. Ce sera dans quelques instants avec Anne-Marie Pecoraro, associée au sein du GGC Avocat. On parlera ensuite de l'impact de la Legal Tech sur le marché de l'immobilier avec Sylvia Versiglia, directrice Legal Tech d'Orecha Real Estate. Enfin, on parlera accessibilité numérique. Quelles sont les nouvelles obligations pour les entreprises avec David Joseph Attias, avocat fondateur du cabinet Attias Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti! On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler des recours d'Amazon et de Netflix contre l'arrêté sur la chronologie des médias avec mon invité Anne-Marie Pecoraro, associée au sein du cabinet UGGC Avocat. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. On va voir ensemble les recours d'Amazon et Netflix sur la chronologie des médias. Pour commencer, sur quel fondement juridique Amazon Prime Video et Netflix conteste-t-il l'application de l'accord interprofessionnel sur la chronologie des médias? Arnaud, en 2 mots, pour rappeler le contexte, il s'agit d'un accord triennal qui est étendu par arrêté. Donc, en l'espèce, les 2 plateformes ne sont pas signataires de l'accord qui a été étendu. Et l'accord a donc été étendu à l'ensemble des intervenants du secteur. Elles ont, les 2 plateformes concernées, le contestent sur la base d'un certain nombre d'arguments qui ne sont pas officiellement partagés puisqu'on n'a pas accès aux documents de saisine, mais on sait que cela met en jeu le déséquilibre des délais imposés, puisque Disney, qui a été négociatrice et signataire de l'accord, a obtenu un délai de 9 mois, alors que ce délai est beaucoup plus court que les 2 autres plateformes. Elles se prévalent également d'une distorsion de concurrence et elles se prévalent de la violation de la proportionnalité prévue par la directive de 2018 en estimant que les longueurs des délais ne sont pas proportionnées finalement à leurs efforts et à leurs contributions financières pour le cinéma. Elles peuvent invoquer également la liberté d'entreprendre en estimant que ce dispositif pourrait freiner finalement leur développement, leur liberté d'entreprendre, leur pouvoir de décision. Et c'est de cette manière qu'elles demandent que les délais soient raccourcis à 12 mois. Alors justement, vous évoquez les délais prévus par la chronologie des médias. Il y a 6 mois pour Canal+, après la sortie des films en salle, 15 mois pour Netflix, 17 mois pour Amazon. Comment on justifie ces délais différenciés dans les différentes plateformes ? Alors, la justification principale de la chronologie des médias reste quand même l'exception culturelle. C'est-à-dire que la chronologie des médias, c'est un fait relativement isolé dans la société française, mais elle reste quand même en ligne avec la directive qui régit l'audiovisuel. Et cette directive cherche un équilibre entre l'encadrement, la régulation, la protection, l'encouragement à l'investissement et finalement la diversité, l'exception culturelle, la valeur de la culture, l'accès au public à différentes œuvres. Donc c'est réellement la recherche d'un équilibre entre des contraintes économiques, juridiques et des objectifs culturels et de développement, ce qui peut aller plus loin finalement que les fenêtres qui sont trouvées dans d'autres pays sur la base d'accords contractuels. Mais ici, on a vraiment une politique publique globale et qui, jusqu'ici, bien que différente, c'est très bien combiné au final avec l'ensemble de l'écosystème. Alors ces plateformes avancent qu'elles financent aussi le cinéma. Absolument. Et donc c'est pour ça qu'elles souhaitent des délais plus courts, et d'autant plus que par exemple Amazon dit que c'est un usage déconnecté par rapport à l'usage des Français, c'est-à-dire que les Français ont l'habitude de consommer rapidement, regarder les films au cinéma. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments en final ? L'argument de l'usage déconnecté, il a un historique et il a une portée limitée. Il est lié à l'argumentation sur la piraterie.
C'est un argument qui revient régulièrement et qui consiste à dire que si les spectateurs doivent attendre trop longtemps pour voir un film, ils vont avoir tendance à le pirater. Cet argument, il est d'autant plus pertinent que les fenêtres sont longues. Et il peut être vécu comme étant moins fondamental si les fenêtres se raccourcissent, si l'offre de streaming se généralise, se démocratise, et au final, plus les films sont disponibles également par une offre de streaming variée des délais courts comme ceux de Disney actuellement, moins le public aura tendance à pirater. Donc, cet argument, là où il a une source historique, c'est qu'on va le retrouver effectivement par rapport au délai, aux régulations, et notamment tous les ans, la Motion Picture Association sort un rapport qui, cette année encore, en mars, a évoqué le fait que ça pourrait créer une fenêtre de piraterie. Donc ça, c'est l'historique, la justification. Maintenant, il a quand même une portée limitée parce qu'il est vrai que l'argument du confort du spectateur est de dire ça ne correspond pas aux usages, ils veulent voir les films tout de suite, etc. Mais d'un autre côté, les fenêtres d'exploitation, encore une fois, elles sont installées à l'étranger par le biais de clauses contractuelles et elles sont installées chez nous depuis de nombreuses années et elles ont tendance à s'améliorer constamment, comme on le voit avec les plateformes, et finalement à créer une cohabitation. Le résultat actuel, c'est quand même qu'on a une cohabitation avec les plateformes qui, certes, investissent, mais aussi ont un réel retour en termes de marché. Et donc, ça fonctionne plutôt bien, c'est ce que vous voulez dire. Aux yeux de la plupart des personnes concernées, pas tout le monde, mais la plupart, ça fonctionne quand même plutôt bien. Et les spectateurs semblent s'y habituer. On va revenir sur le recours et aux conséquences en cas de succès de ce recours. Quelles seraient-elles ? Alors, en cas de succès du recours, alors le Conseil d'État étudie un recours et va pouvoir finalement le critiquer totalement ou en partie. La critique totale est peu probable, puisque finalement ça concerne une négociation avec de nombreux acteurs qui sont tombés d'accord. S'il y avait une procédure spécifique accélérée, il pourrait y avoir une suspension si les conditions étaient réunies. L'accord peut également être maintenu comme il est. Disons que dans l'hypothèse, effectivement, où on rencontre une critique partielle sur un certain nombre de demandes d'Amazon et Netflix, il y aurait donc une conséquence qui combinera forcément non seulement leur délai, qu'on appelle leur fenêtre, mais aussi le montant des investissements, puisque tout l'équilibre de la chronologie repose constamment sur un montant d'investissement qui va correspondre à un délai. Et la photographie actuelle, effectivement, est critiquée. Et d'un autre côté, c'est vrai que Netflix et Amazon ne l'ont pas signé et se le sont vus appliquer par arrêté. Donc, le paysage va se redessiner. Je voudrais simplement aussi rappeler que à l'occasion du renouvellement de 2025, il y a eu des tractations et des négociations. Et le résultat, qui n'était pas évident, c'est que finalement, la nouvelle chronologie de 2025, c'est quasiment la même, je dis quasiment, que celle de 2022. Donc il y a eu quand même assez peu de modifications. Il y a eu surtout des clarifications, notamment sur des fins de fenêtres. Et il y a eu l'accord parallèle de Disney qui change les choses, parce qu'il obtient l'accord permet d'obtenir les 9 mois. Donc, pour répondre à votre question, finalement, la modification des lignes qui n'a pas eu lieu par la négociation et la préparation de cet accord de 2025, elle va peut-être se préciser par la décision du Conseil d'État quand il renverra les parties à discuter. Et pour finir, ça peut prendre combien de temps avant que le Conseil d'État se prononce ? Alors là-dessus, on ne peut pas dire quelque chose de certain, mais on peut s'attendre à ce qu'il serait peu probable qu'avant le prochain festival de Cannes, c'est pas impossible, mais c'est vrai qu'on aime bien avoir le festival de Cannes comme le temps des annonces. Bien sûr. Mais ça ferait quand même un délai quand même court, d'à peine plus d'un an. Donc, si on résorbe en termes de calendrier cinématographique, je dirais que ce serait plus après ce festival 2026, peut-être entre juin, septembre, et on l'espère quand même
que pour la rentrée 2026, on aura une réponse, à moins que le Conseil d'État ne mette un coup d'accélérateur sur ce dossier prioritaire. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci Anne-Marie d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associée au sein du GGC Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission se poursuit. Dans la deuxième partie, on va parler de l'impact de la Legal Tech sur le marché de l'immobilier. Comment la Legal Tech redéfinit les métiers de l'immobilier? On en parle tout de suite avec mon invité, Sylvia Versiglia, directrice Legal Tech d'Orisha Real Estate. Sylvia, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons parler ensemble de la transformation des métiers de l'immobilier sous l'effet de la Legal Tech. Tout d'abord, quel est l'impact de la Legal Tech pour les professionnels de l'immobilier? Alors, la Legal Tech transforme profondément le secteur de l'immobilier et par conséquent l'activité des professionnels de l'immobilier. Et elle vient transformer beaucoup de choses, notamment, ce n'est pas juste de la dématérialisation. La Legal Tech, c'est aussi de l'automatisation des tâches et notamment des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Elle a également un impact sur toute la législation puisqu'elle va garantir une conformité les réglementaires et légales en temps réel, puisqu'on fait de la veille juridique plus facilitée. Elle a aussi un impact sur la sécurisation des opérations, avec notamment la blockchain et la signature électronique des documents, qu'on pourra notamment évoquer plus en détail. Alors, on va voir effectivement tous ces points successivement. Tout d'abord, l'automatisation des documents, c'est un levier de transformation. Comment, concrètement, l'automatisation des documents transforme-t-elle le quotidien des agents immobiliers ? L'automatisation, elle a un impact très fort et c'est quelque chose dont les professionnels doivent se saisir rapidement. Pourquoi ? Nous, chez Orisha Real Estate, on commercialise des logiciels et notamment un module de rédaction de documents juridiques pour les professionnels de l'immobilier. On a donc des logiciels métiers dans lesquels les professionnels vont introduire toutes leurs données, donc notamment les coordonnées des acquéreurs, les biens à louer, à vendre, etc., les montants des loyers. Toutes ces données, elles vont être injectées automatiquement dans notre module de rédaction de documents juridiques Immodoc. Donc ça permet d'éviter une double saisie, ça permet d'éviter de se tromper, et puis on ne va pas saisir effectivement 2 fois le montant du loyer, les coordonnées, tout ça, on va perdre du temps à rentrer des données qui sont déjà dans le logiciel métier. Ici, avec l'automatisation, ça se fait rapidement et efficacement, donc c'est un vrai gain de temps pour les professionnels, et également ça évite des erreurs. Et surtout, on travaille beaucoup plus vite et donc on va se concentrer sur autre chose et notamment la satisfaction client qui est le cœur du métier et qui est très importante. Alors on va évoquer un autre point, c'est la gestion des risques. Et sur cette gestion des risques, il y a le rôle croissant de l'intelligence artificielle. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans la gestion des risques ? L'intelligence artificielle, elle va permettre notamment, grâce au fait qu'elle peut croiser des données, venir analyser des jurisprudences récentes, elle va sécuriser les documents juridiques que les professionnels vont rédiger. Ça, c'est valable pour les agents immobiliers, mais c'est valable aussi en général pour les professionnels du droit. Elle va permettre, je vous donne un exemple, de dire sur certaines clauses, il va falloir peut-être reprendre la rédaction actuelle du document, puisqu'il y a une dernière jurisprudence qui est rentrée en vigueur, qui est venue invalider une certaine rédaction, donc il faut plutôt tendre vers une autre rédaction pour sécuriser son document. Et donc ça, c'est très intéressant avec l'IA, puisqu'on le fait très rapidement et très facilement. Alors, on a vu les avantages de l'IA en matière de gestion des risques. Vous avez évoqué tout à l'heure la blockchain qui sécurise les transactions immobilières. Concrètement, comment la blockchain agit-elle pour sécuriser les transactions immobilières ? Alors, la blockchain, Arnaud, et notamment pour la signature électronique, est très intéressante en termes de sécurisation. On connaît tous le cas où on a oublié, par exemple, de parapher une page du document. Ça arrive souvent et après, ça peut donner lieu à des contentieux. Là, on n'a plus ce problème puisque avec la signature électronique des documents, tous les documents, tout l'ensemble du document est signé par le signataire. On n'a plus de problème d'authentification. On sait exactement qui a signé, quand il a signé, la date et notamment l'heure. Et ensuite, on a un archivage des documents. Donc, ça permet de conserver les documents. Si on a besoin, dans un contentieux, peut-être dans 10 ans, de ressortir un document, on l'aura.
Alors, l'intelligence artificielle irrigue le monde du droit et le marché de l'immobilier. Et il y a une question qui revient souvent, c'est la question du remplacement de l'intelligence artificielle de certaines professions. Alors, est-ce qu'il faut craindre un remplacement des agents immobiliers par l'intelligence artificielle ? Absolument pas. L'intelligence artificielle, elle est là pour aider les agents immobiliers et non pas pour les remplacer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est un outil qui va leur permettre de travailler beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup plus efficace et en aucun cas de les remplacer. Leur expertise, leur expérience, tout ça, la machine, elle ne pourra jamais le faire à leur place. Et surtout, construire une relation client, là encore, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire à leur place, ce sont bien les agents immobiliers. L'IA et la Legal Tech, notamment, sont là pour les aider et pour travailler plus rapidement. Alors, dans ce marché de l'immobilier, il y a des professionnels comme les avocats et les notaires qui peuvent avoir un rôle prépondérant. Quel va être leur rôle par rapport au développement de l'intelligence artificielle et de toutes ces technologies comme la blockchain ? Les professionnels du droit, les avocats, les notaires, les anciens huissiers qui maintenant s'appellent commissaires de justice doivent absolument se saisir de l'IA puisque c'est un outil qui va leur permettre de se concentrer sur leurs tâches à haute valeur ajoutée et non pas à faible valeur ajoutée. Et là encore, ça ne va en aucun cas les remplacer. Et à mon sens, aujourd'hui, il faut s'en saisir rapidement pour pouvoir apprendre à les utiliser au quotidien et bien entendu permettre à leurs collaborateurs, puisque c'est important, c'est un tout, de le faire. Et c'est le cas aussi des agents immobiliers qui doivent absolument se saisir de ces outils. Alors avec ces nouveaux outils, c'est des nouvelles compétences aussi qu'il faut acquérir. Quelles sont les nouvelles compétences que doivent acquérir les agents immobiliers à l'ère de la Legal Tech ? Les nouvelles compétences, c'est surtout apprendre à utiliser au quotidien nos outils. C'est-à-dire à arrêter de perdre du temps à aller rédiger un bail ou un mandat, remplir son logiciel métier des données qui sont importantes pour la rédaction du document et ensuite se laisser guider par l'outil. Ça, c'est très important. Il faut absolument que nos agents immobiliers comprennent que les logiciels, les outils, la Legal et notamment la Legal Tech sont des outils qu'ils doivent utiliser au quotidien. Donc, savoir se servir de l'outil, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et bien entendu acquérir des réflexes et donc ensuite une facilité d'exécution. Forcément. Ça veut dire aussi qu'il faut se former à ces nouveaux outils ? Tout à fait. C'est notamment ce que l'on fait chez Orisha Real Estate. Nous formons nos clients justement pour qu'ils puissent appréhender très facilement le produit et qu'ensuite ils n'aient plus besoin de nous. Pour terminer, comment vous voyez le développement de la Legal Tech dans le marché de l'immobilier ? C'est un secteur qui se développe extrêmement rapidement et je pense que dans quelques années, nous verrons de nouveaux outils arriver sur le marché et je pense notamment, ils y sont déjà, mais ils vont être encore plus développés aux agents conversationnels. C'est un sujet très intéressant à regarder de près. On va suivre tout ça de près. Merci Sylvia Versiglia. Je rappelle que vous êtes directrice Legal Tech au sein d'Orisha Real Estate. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des nouvelles obligations des entreprises en matière d'accessibilité numérique. Accessibilité numérique, quelles sont les nouvelles obligations pour les entreprises ? On va en parler tout de suite avec mon invité, David Joseph Attias, fondateur du cabinet Attias Avocat. David Joseph, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble les nouvelles obligations pour les entreprises en matière d'accessibilité numérique. Exactement. Mais avant de s'intéresser à ces nouvelles obligations, qu'est-ce que l'accessibilité numérique ? Alors, l'accessibilité numérique, c'est un principe qui a été établi en France en 2005 et selon lequel il faut rendre les produits, contenus et services numériques accessibles, c'est-à-dire compréhensibles et utilisables par une personne qui serait porteuse de handicap. Donc on veut éviter toute discrimination liée au caractère digital, numérique d'une solution et permettre à tout à chacun, bien que la personne soit porteuse de handicap, de bénéficier des services numériques. Alors, dans ce domaine, il y a l'acte législatif européen sur l'accessibilité numérique. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, exactement. L'acte législatif européen sur l'accessibilité numérique, que j'appelle l'European Accessibility Act,
C'est une directive européenne qui vient harmoniser les exigences en matière d'accessibilité numérique. Et donc, c'est un texte qui va devoir être transposé en France. Alors, ça a déjà été le cas et on a une échéance au 28 juin 2025. Et donc, c'est un texte qui va harmoniser les réglementations accessibilité numérique qui ont poussé un peu partout en Europe et un peu au-delà aussi, mais là, c'est en Europe. Et ça s'inscrit dans un cadre réglementaire qui est beaucoup plus large puisque l'accessibilité numérique, je le disais, ça a commencé en 2005 avec la loi handicap qui a, dans son article 47, qui est très connu, posé tout d'abord le principe d'accessibilité numérique. Initialement, ça concernait les entités publiques, donc l'État et les démembrements de l'État, collectivités territoriales, etc. Ensuite, on a étendu cette réglementation-là aux entités privées investies d'une mission de service public. Et ensuite, alors là, ça a été vraiment la panique, aux entreprises privées. Donc, on s'est d'abord attaqué, en tout cas en France, aux entreprises qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc entreprises pour lesquelles on a estimé qu'elles avaient les moyens humains, techniques et financiers de mettre à disposition leurs produits et services de manière accessible au sens accessibilité numérique. Et là, le champ d'application du texte, c'est quoi ? Alors là, le champ d'application du texte est beaucoup plus large puisque ça va concerner toutes les entreprises qui, cumulativement, vont faire plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et ont au moins 10 salariés. Donc c'est une dynamique qui est complètement différente. Ça concerne toutes les entreprises, sauf micro-entreprises aujourd'hui. Donc on voit que le champ d'application est large. On va s'intéresser aux obligations contenues dans la directive. Bien sûr. Quelles sont les principales exigences en matière d'accessibilité numérique imposées par la directive ? Alors l'exigence première, c'est à partir du moment où on a déterminé que mon contenu, mon service ou mon produit numérique rentrait dans le champ de la réglementation, la première étape, ça va être le rendre accessible. Le rendre accessible, pas sur le plan juridique, puisqu'on l'a qualifié juridiquement, mais sur le plan technique et opérationnel. Avec les métiers, on va devoir utiliser les critères techniques qui sont en annexe de la directive et qui sont déclinés en France dans ce qu'on appelle le RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. On va utiliser ce référentiel pour techniquement rendre un site internet, un intranet, un logiciel, une plateforme e-commerce accessible sur le plan de la fonctionnalité. Et donc, ça, c'est fait grâce à des experts. Alors, c'est pris en main en interne par des digital factories, en interne chez des clients quand c'est une grande entreprise, ou alors par un partenaire, et moi je travaille avec quasiment la totalité des partenaires qui font ça, qui vont venir aider à implémenter. Et on se fait souvent une idée qui n'est pas du tout la réalité de ce que c'est. On ne rajoute pas une couche sur ce qui existe déjà, mais on va vraiment rendre nativement les produits et services et contenus concernés accessibles. C'est important cette précision pour bien comprendre ce qu'est l'accessibilité justement. C'est important, d'autant qu'à partir du 28 juin 2025, donc l'échéance réglementaire, en tout cas législative, c'est demain, à partir du 28 juin 2025, on rentre dans l'ère de ce que moi j'appelle l'accessibility by design. Tous les produits, services, contenus qui sont concernés par cette réglementation et pour les entités qui sont concernées devront être by design, donc par défaut, accessibles au sens de la réglementation. Donc on rentre dans une nouvelle ère. Toutes les organisations concernées vont, à partir de cette date-là, devoir intégrer l'accessibilité dans leur processus interne de cahier des charges, définition des specs, définition expression de besoin, et vont devoir recruter aussi des prestataires qui sont en mesure d'intégrer l'accessibilité numérique dans leur feuille de route, on va dire. Et ça veut dire aussi que si elles ne respectent pas les exigences que vous venez de rappeler, elles s'exposent à des risques. Concrètement, quelles sont les conséquences pour les entreprises qui ne respecteront pas ces nouvelles règles à compter du 28 juin prochain ? Alors, à compter du 28 juin prochain, elles devront se mettre en conformité. Et si elles ne le font pas, il y a des sanctions financières. Donc, il y a une amende qui est prévue qui est de 7 500 € par produit, service ou contenu non conforme à la réglementation. Donc, ça peut aller très vite. Et c'est 15 000 € en cas de récidive. Donc, ça va extrêmement vite. Mais au-delà de cet aspect financier qui pourra
sûrement être absorbé par de nombreuses entreprises, j'imagine. Il y a aussi un impact d'image. Quand on a un produit, un service ou un contenu qui n'est pas accessible, on crée de facto une discrimination fondée sur le handicap. Et ça pose un vrai problème, puisqu'on voit qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui l'ont intégré dans leur démarche éthique, RSE, et qui ont, on va dire, pas peur du risque, mais qui veulent l'intégrer dans cette démarche-là et qui ont un autre risque que le risque financier, qui serait potentiellement de perdre un label ou de perdre un scoring par rapport à une démarche éthique ou un organisme de notation. Ça, c'est vraiment embêtant. Et les autres sanctions qui peuvent découler de cette nouvelle réglementation, c'est qu'aujourd'hui, les autorités de contrôle sont les autorités sectorielles. C'est-à-dire que dans le secteur bancaire et financier, c'est l'AMF qui va venir contrôler sur l'accessibilité. Ça peut être l'ARCEF, ça peut être l'ARCOM, ça peut aussi être la DGCCRF avec laquelle nous, on a collaboré au cabinet et qui va très bientôt, avant le 28 juin, j'imagine, dans les semaines à venir, sortir des lignes directrices qui vont permettre de mieux comprendre comment appréhender cette réglementation et se mettre en conformité. Alors ça veut dire justement qu'il faut se mettre en conformité tout de suite, puisque le 28 juin, c'est demain. Comment les entreprises doivent-elles se préparer pour l'application justement de cette directive ? Ouais. Alors, se préparer, c'est vrai que c'est demain. Donc là, c'est vraiment concret. Il faut que les entreprises, soit elles ont un service juridique compétent en interne qui va pouvoir qualifier les produits et services pour savoir si ce que cette entité-là propose rentre dans le champ de la réglementation. Et si on n'a pas en interne, ou si les personnes qui sont en interne n'ont pas la bande passante pour le faire, on va avoir recours à un cabinet externe. Donc moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je ne fais pas que ça parce que je fais du droit du numérique, mais j'accompagne aussi les entreprises sur la qualification de leurs produits et services pour savoir si ça rentre dans le champ de la réglementation. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est facile comme ça quand on dit qu'une plateforme de e-commerce est concernée, mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites marchands, mais il y a beaucoup de sites qui sont des sites vitrines, qui ont un petit module qui permet de s'abonner à un site en ligne ou d'acheter quelque chose. Donc, ils ont forcément une partie e-commerce sur leur site et peuvent être concernés par cette réglementation-là. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ça concerne toutes les entreprises, sauf micro-entreprises. Et donc, on essaye, en tout cas, de protéger tous les consommateurs de ces discriminations-là. Et donc, ça touche plus ou moins toutes les entreprises. On va conclure là-dessus. Merci David-Joseph Attias d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur du cabinet Attias Avocats. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.